Elle n'a rien dit. Et je l'ai perdue. Je pourrais raconter ça autrement. Rendre l'histoire plus belle, plus noble. Dire qu'il y a eu une grande scène, une dispute, une porte claquée, un dernier regard. Mais non, il n'y a eu que ce vide étrange, ce silence qui s'est assis entre nous un soir, puis un autre, puis tous les autres. Au début, je n'ai pas eu peur. C'est ça, le pire. Je n'ai pas compris que l'amour pouvait mourir sans bruit, sans casser les verres, sans renverser les chaises, sans même changer le ton de la voix. Il y a des gens qui partent en criant, et il y a des gens qui s'éloignent en se taisant, jusqu'à devenir des souvenirs avant même qu'on accepte de les perdre. Je pensais que le silence protégeait ce qu'on aime, qu'il évitait les blessures inutiles, qu'il laissait au cœur le temps de se retrouver. Mais je me trompais. Le silence n'a rien protégé. Il a tout mangé. Je te parle de ça comme on parle à la nuit. À voix basse, comme un homme qui n'attend plus de réponse. Comme quelqu'un qui a compris trop tard que certaines absences commencent bien avant le départ. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Pas comme dans les films. Il n'y avait ni pluie, ni musique, ni miracle. Juste une fin d'après-midi un peu pâle. Un café presque vide. Des reflets de lumière sur la vitre. Et elle, assise près de la fenêtre, avec cette manière calme d'exister qui faisait taire le reste. Je ne saurais même pas expliquer ce qui m'a retenu sur elle. Ce n'était pas sa beauté. Enfin si, bien sûr qu'elle était belle. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était quelque chose dans sa façon de regarder dehors. Comme si elle attendait sans attendre. Comme si elle connaissait déjà la fatigue des choses qu'on aime trop. Je me suis assis 2 tables plus loin. Je faisais semblant de lire. Je ne lisais rien. J'écoutais le bruit de la cuillère contre sa tasse. J'attendais un hasard, un prétexte, un détail. Quand elle a levé les yeux vers moi, je n'ai pas souri tout de suite. Elle non plus. Et pourtant, il s'est passé quelque chose de minuscule, un accord silencieux, comme si nos 2 solitudes s'étaient reconnues avant nous. Je ne savais pas encore que c'était le début de ma chute. Elle s'appelait Lina. Sa voix était douce, mais pas fragile. Une voix qui ne cherchait pas à plaire. Une voix qui disait les choses simplement. Je crois que c'est ce qui m'a désarmé. Avec elle, rien ne sonnait faux. Même les silences au début avaient l'air honnêtes. On s'est revus quelques jours plus tard, puis encore. Et très vite, j'ai commencé à attendre ces messages avec cette impatience idiote que les hommes cachent mal quand ils tombent amoureux. Je regardais mon téléphone comme on regarde une porte fermée, avec l'espoir ridicule qu'elle s'ouvre enfin. Elle écrivait peu, mais elle écrivait juste. Pas de longues phrases, pas de promesses, quelques mots. Et pourtant, dans ces quelques mots, il y avait plus de présence que dans les discours de beaucoup d'autres. Tu es réveillé? Je passe près de chez toi. Viens, marche un peu avec moi. C'était simple, et ça suffisait. On a appris à se connaître dans les rues du soir, dans les cafés qui ferment tard, dans les petits détours inutiles qu'on prend seulement pour retarder le moment de se quitter. Elle aimait marcher lentement. Moi, parler trop vite. Alors, avec elle, j'ai appris à ralentir, à laisser les phrases respirer, à ne pas remplir chaque seconde. Elle me racontait peu de son passé. Moi non plus. Mais ça ne semblait pas grave. On se disait que plus tard, on aurait le temps. Toujours ce mensonge. Plus tard. Je me souviens d'un banc, d'un vent froid, de ses mains cachées dans les manches de son manteau. Je me souviens qu'elle m'a regardé longtemps avant de me demander « Tu fais toujours semblant d'aller bien ?» J'ai ri, par réflexe, par pudeur aussi. Elle n'a pas ri. Alors j'ai baissé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit la vérité. Pas toute. Juste assez pour qu'elle comprenne que sous ma voix tranquille, il y avait déjà des ruines. Elle n'a pas essayé de me réparer. Elle est restée là. C'est tout. Et parfois, être aimé au début, ça ressemble juste à ça. Quelqu'un qui reste. Je pensais qu'elle serait toujours là. Les semaines ont passé comme passent les choses heureuses. Sans bruit. Trop vite. J'ai commencé à connaître ses habitudes. La façon dont elle repliait sa serviette en papier quand elle réfléchissait. La façon dont elle tournait son visage vers la lumière. La manière presque imperceptible dont sa bouche tremblait quand quelque chose la touchait vraiment. Elle connaissait mes silences nerveux,
mes absences soudaines, mon besoin de disparaître un peu quand je sentais l'attachement devenir trop réel. Elle ne me forçait jamais, elle attendait. Et cette patience-là me bouleversait plus que n'importe quelle déclaration. Un soir, elle est venue chez moi avec une bouteille de vin bon marché et des oranges. Je lui ai demandé pourquoi les oranges. Elle a haussé les épaules. Parce que ça sent la vie. J'ai ri, puis elle aussi. Et je crois que c'est ce soir-là que je suis tombé amoureux pour de vrai. Pas dans un grand vertige, pas dans une évidence spectaculaire, non. Dans quelque chose de plus dangereux, quelque chose de calme, une tendresse qui s'installait sans prévenir, une habitude de sa présence, une confiance lente. Elle s'est mise à laisser des choses chez moi, un livre, une pince à cheveux, un pull, sa trace sur un verre, son odeur sur mon oreiller. Tout ça me rassurait. J'y voyais la preuve qu'elle revenait, qu'elle me choisissait, qu'on allait quelque part. Je n'ai pas vu que l'amour commence parfois à se perdre exactement là où il semblait enfin en sécurité. Il y a des gens qui savent dire quand ils ont peur. Moi non. Moi j'ai toujours préféré me taire. Faire comme si tout allait bien. Faire comme si aimer ne m'effrayait pas. Faire comme si perdre n'était qu'une possibilité lointaine. Avec Lina, pourtant, il aurait fallu parler. Dire les choses pendant qu'elles étaient encore petites, pendant qu'elles pouvaient encore être portées à deux. Mais je gardais tout en moi. Mes doutes, mes fatigues, mes blessures anciennes. Elle aussi gardait les siennes. Et au début, ça ressemblait à du respect, à de la délicatesse, presque à de l'élégance. On se laissait de l'espace. On ne posait pas les questions qui dérangent. On croyait bien faire. On croyait aimer proprement. Mais le silence a tout détruit. Je m'en rends compte maintenant. À l'époque, je voyais seulement une histoire douce, une histoire adulte, sans cris, sans chaos. Chaos, une histoire qui avançait à pas lents. Je ne savais pas encore que certains amours ne se brisent pas d'un coup, ils s'effacent. Comme une photo laissée trop longtemps au soleil. On ne remarque rien le premier jour, ni le deuxième. Puis un matin, le visage qu'on aimait tant a déjà commencé à disparaître, et on continue de sourire comme si l'image était intacte. C'est peut-être ça, le plus tragique. Perdre quelqu'un pendant qu'il est encore là. Je ne l'ai pas perdu le jour où elle est partie. Je l'ai perdu bien avant. Dans les mots que je n'ai pas dit, dans ceux qu'elle a avalés, dans tout ce que nous avons laissé dormir entre nous, en pensant que demain suffirait. Et cette nuit encore, quand j'y repense, j'entends le même bruit. Aucun cri, aucune chute, seulement deux cœurs qui se taisent. Et l'amour, au milieu, qui s'éteint sans oser déranger. Après ça, tout est devenu simple, dangereusement simple. Il y avait ses clés parfois sur ma table, son rire dans ma cuisine, sa façon de marcher pieds nus chez moi, comme si elle connaissait déjà les endroits où le parquet craquait. Je la regardais vivre dans de petits gestes, remonter ses cheveux, ouvrir la fenêtre même quand il faisait trop froid, laisser son thé refroidir parce qu'elle parlait plus qu'elle ne buvait. Je la regardais et je me disais que j'avais enfin trouvé cet endroit rare. Pas un lieu, une personne, un refuge avec un prénom. Avec elle, les jours les plus ordinaires avaient une lumière différente. Faire les courses devenait une promenade. Attendre le feu rouge devenait un prétexte pour lui prendre la main. Même le silence, à ce moment-là, avait quelque chose de doux. Il ne pesait pas. Il reposait, comme une couverture posée sur deux êtres fatigués du monde. On n'avait pas besoin de parler tout le temps. Je crois que c'est ce que j'aimais le plus. Cette impression de ne rien devoir prouver. Je pouvais rester assis près d'elle sans chercher une phrase brillante. Elle pouvait garder les yeux perdus dans le vide sans que j'y voie une menace. On partageait le calme comme d'autres partagent des promesses. C'était peut-être déjà là, le piège. Je ne savais pas que le même silence pouvait un jour nous sauver, puis nous noyer. Je me souviens d'un dimanche. Un vrai dimanche lent. Le ciel était gris. La ville semblait fatiguée. Elle portait un vieux pull trop large, celui qu'elle aimait parce qu'il ne flattait rien, disait-elle, mais qu'il la laissait respirer. On n'a presque pas quitté le lit. On parlait par morceaux. De l'enfance. Des choses qu'on garde sans savoir pourquoi. Des musiques qu'on n'écoute plus parce qu'elles font revenir trop de visages. Elle m'a raconté qu'enfant,
Elle se cachait dans l'armoire de sa mère quand la maison devenait trop bruyante. Moi, je lui ai dit que j'avais grandi dans une maison où les gens savaient crier, mais pas expliquer. Elle m'a regardé longtemps, pas avec de la pitié, avec cette douceur grave qu'elle avait quand elle comprenait quelque chose sans qu'on ait besoin d'aller jusqu'au bout. Puis elle a posé sa main sur mon torse, juste là, comme s'il écoutait le bruit que je faisais à l'intérieur. Il y avait chez elle une manière étrange d'aimer. Elle n'envahissait pas. Elle approchait lentement, comme quelqu'un qui sait que certaines douleurs se réveillent au moindre geste brusque. Avec le temps, elle a commencé à entrer dans ma vie sans faire de bruit. Elle connaissait le nom de mon café, le visage de mon boulanger, les chansons que je sautais toujours au bout de 30 secondes. Elle savait quand je mentais en disant « je suis juste fatigué ». Elle savait quand je devenais lointain, alors même que j'étais encore assis devant elle. Et pourtant, elle ne me coinçait jamais contre mes propres murs. Elle attendait que j'ouvre ou que je tombe. Je pensais que c'était ça, la forme la plus pure de l'amour. Être laissé libre, être compris sans être forcé. Je pensais qu'elle lisait en moi sans que j'aie besoin de parler. Mais je me trompais. Personne ne lit vraiment dans un cœur fermé. Personne. Même quand on aime très fort. Même quand on regarde avec patience. Il faut des mots. Même maladroits. Même incomplets. Surtout ceux-là. Je pensais qu'elle serait toujours là. Au début, les petites choses ne ressemblent jamais à un danger. C'est pour ça qu'on les laisse entrer. Un message un peu plus tard que d'habitude. Je suis fatigué plus fréquent. Des rendez-vous déplacés. Des regards qui s'éloignent une seconde de trop. Rien de grave. Rien qu'on puisse montrer du doigt en disant « voilà, c'est ici que ça commence à casser ». Non. C'était plus sournois, plus doux, comme une vitre qui se couvre lentement de buée. On voit encore l'autre, mais moins nettement. Je continuais à l'aimer avec la même force, ou peut-être plus. Parce que l'amour, chez moi, a toujours pris cette forme étrange. Quand j'ai peur de perdre, j'aime davantage, en silence. Je serre plus fort à l'intérieur. Je parle moins. Elle, je crois qu'elle faisait l'inverse. Quand quelque chose la blessait, elle se retirait un peu. Pas pour punir, pas pour manipuler, juste pour survivre. Je ne savais pas encore lire ce mouvement-là. Alors je la laissais faire. Je me disais qu'elle avait besoin d'air, qu'elle reviendrait quand ce serait passé. J'appelais ça du respect. Peut-être que c'était déjà de la lâcheté. Un soir, on marchait le long du fleuve. Le vent était froid. Elle avait ses mains dans les poches. Moi, je parlais d'un projet sans importance, d'un collègue de banalité qui me servait souvent de refuge. Elle ne disait presque rien. Puis elle a fini par murmurer « Tu sens quand je m'éloigne ou pas ?» La question m'a coupé, mais pas assez. Pas comme elle aurait dû. Je me souviens avoir souri bêtement, comme pour alléger la phrase, comme si elle plaisantait à moitié. Je lui ai répondu quelque chose de pauvre, quelque chose comme « Tu reviens toujours ». Elle a baissé les yeux et elle n'a rien dit. Aujourd'hui encore, cette seconde me hante, parce que je crois que tout était là, dans cette phrase, dans sa fatigue, dans mon aveuglement. Elle ne me demandait pas une solution, elle me tendait une vérité. Et moi, je l'ai laissé tomber dans l'eau noire entre nous. Si j'avais su, j'aurais arrêté de parler pour écouter vraiment. Après ça, elle a continué d'être là, mais autrement. C'est difficile à expliquer. Le corps restait, la présence, moins. Elle venait encore. Elle enlevait encore ses chaussures à l'entrée. Elle posait encore son téléphone face contre la table. Elle riait parfois. Mais il y avait une retenue nouvelle, comme si une partie d'elle s'était assise plus loin, à une distance que mes bras ne pouvaient pas atteindre. Je le voyais. Bien sûr que je le voyais. L'amour rend idiot, mais pas aveugle. Simplement, je refusais de donner un nom à ce que je sentais. Parce qu'un nom oblige. Un nom ouvre une porte. Et derrière certaines portes, il y a des vérités qu'on n'est pas prêt à porter. Alors je faisais ce que j'avais toujours su faire. Je gardais tout au fond. Je devenais calme, trop calme. Je lui demandais si ça allait. Elle disait oui. Je répondais d'accord. Et la soirée continuait comme si de rien n'était. Deux adultes, deux êtres polis,
Deux cœurs en train de glisser l'un hors de l'autre avec une élégance presque triste. Il y a des gens qui se détruisent dans la violence. Nous, on s'est abîmés dans la retenue. À force de vouloir éviter les mauvaises phrases, on a laissé mourir les bonnes. À force de protéger la paix, on a offert la place au vide. Je crois même qu'il y a eu un moment où elle a essayé encore. Discrètement, à sa manière, en me demandant « Tu me dis les choses importantes, toi ?» J'aurais dû répondre non. J'aurais dû dire la vérité nue. Non, je ne sais pas faire. Non, j'ai peur que les mots cassent ce qui me touche. Non, depuis longtemps, je préfère disparaître un peu plutôt que d'avouer que j'ai mal. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai haussé les épaules. J'ai souri. Encore ce sourire inutile. Encore cette défense fatiguée. Et elle a compris. Pas ce que je ressentais. Non. Elle a compris que je ne viendrais pas à elle avec mes vrais mots. Alors elle a commencé à repartir de l'intérieur. Sans scène, sans reproche, sans bruit. Mais le silence a tout détruit. Je le sentais désormais jusque dans ses gestes. Dans la façon dont elle disait mon prénom. Dans la manière dont ses yeux restaient sur moi une seconde de moins. Dans ses départs de plus en plus rapides après le dîner. Dans les « on se voit demain » qui n'avaient plus la même chaleur. Je sentais l'amour bouger. Pas mourir encore. Bouger. Chercher un endroit où survivre. Et je restais là, immobile, avec tout ce que je n'osais pas lui dire coincé dans la gorge. Je croyais encore que mes forces suffiraient, que ma présence compenserait mes silences, que mes gestes remplaceraient mes aveux. Je croyais qu'elle le saurait, qu'elle devinerait tout. L'homme que j'étais, la peur que j'avais, le vacarme en moi. Mais un cœur qu'on aime n'est pas un tribunal de supposition. Il a besoin de vérité, même tremblante, même imparfaite. Et moi déjà, je commençais à la perdre dans ce que je taisais. Il y a eu un temps étrange, un temps où rien n'était vraiment cassé, mais où plus rien ne tenait bien. C'est difficile à raconter, parce que vu de l'extérieur, nous étions encore un couple. Nous nous écrivions, nous nous voyions, nous dormions encore parfois l'un contre l'autre. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose avait changé de place, comme un meuble qu'on déplace dans le noir. On ne le voit pas tout de suite, mais on finit par s'y cogner. Je me suis mis à observer des détails que je n'aurais jamais dû ignorer. Sa façon de regarder l'heure plus souvent, sa voix plus basse au téléphone, le petit temps qu'elle laissait passer avant de répondre à certaines de mes phrases. Rien de violent, rien de clair. Juste une lente fatigue, une fatigue qui ne disait pas son nom. Quand elle venait chez moi, elle enlevait toujours ses chaussures à l'entrée. Elle posait toujours son sac sur la chaise près de la fenêtre. Elle me demandait toujours comment s'était passée ma journée. Mais il manquait quelque chose. Cette chaleur immédiate, cette façon qu'elle avait avant de me rejoindre vraiment. D'entrer dans ma présence comme on entre dans une pièce éclairée. Maintenant, elle semblait rester sur le seuil. Même quand elle souriait, même quand elle me touchait. Je faisais semblant de ne pas le voir. Par orgueil, peut-être. Par peur, sûrement. Parce qu'une fois qu'on nomme une distance, elle devient réelle. Et moi, je n'étais pas prêt à vivre dans une vérité pareille. Alors je continuais. Je l'embrassais. Je préparais le dîner. Je remplissais l'espace avec des choses utiles. Des gestes, des habitudes, des routines propres. Comme si l'amour pouvait être sauvé par l'organisation. Comme si couper du pain, ouvrir une bouteille, demander « tu veux du thé ?» pouvait remplacer la phrase essentielle. Celle que je n'arrivais pas à dire. Est-ce que je te perds? Je ne savais pas que les questions qu'on n'ose pas poser finissent toujours par répondre à notre place. Un soir, elle est restée silencieuse pendant tout le repas. Pas absente, pas froide, juste loin. Elle tournait sa fourchette dans son assiette. Elle hochait la tête quand je parlais. Mais je sentais bien qu'elle était ailleurs. Je ne lui ai rien demandé. Je me suis contenté de parler davantage. C'est une chose que font les gens comme moi. Quand le silence devient trop vrai, on le couvre. On jette dessus des mots inutiles, des anecdotes, des phrases sans poids, comme on met un drap sur un meuble cassé pour faire croire que tout est encore intact. Elle m'a regardé un moment, longuement. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à une demande, pas une accusation, pas encore. Plutôt une dernière ouverture, une porte laissée entr'ouverte. Il aurait suffi d'un mot, d'un vrai.
Mais je n'ai rien vu. Ou peut-être que j'ai vu justement, et que j'ai eu peur. Alors j'ai continué à parler du travail, de la pluie, d'un ami que nous devions revoir bientôt. Et elle a baissé les yeux. Ce geste-là, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'à cet instant, je crois qu'elle a compris qu'elle était seule avec ce qu'elle portait. Et moi, j'ai compris plus tard que j'avais laissé passer quelque chose de décisif. Je pensais encore que l'essentiel se jouait dans la fidélité, dans la présence, dans le fait de ne pas partir. Mais je me trompais. On peut rester et abandonner quelqu'un quand même. Il suffit de ne plus entrer là où il souffre. À partir de là, elle a commencé à parler moins de ce qu'elle ressentait. Pas brutalement, pas d'un seul coup. Juste un peu moins chaque semaine. Avant, elle me disait quand sa journée avait été lourde, quand une phrase l'avait blessée, quand elle se sentait trop fatiguée pour comprendre le monde. Maintenant, elle répondait « ça va » ou « ce n'est rien ». Je connaissais pourtant le poids de ces mots. Je savais que « ça va » voulait souvent dire l'inverse. Je savais que « ce n'est rien » cachait parfois une mer entière. Mais je me taisais. Encore. Toujours. Comme si reconnaître sa douleur m'obligeait à reconnaître la mienne. Comme si tout était lié. Comme si ouvrir son silence allait faire sauter le verrou du mien. Je pensais qu'elle serait toujours là. Alors j'ai commencé à reporter l'urgence. À demain. Au prochain dîner. Au prochain dimanche calme. Au bon moment. Ce fameux bon moment qui ne vient jamais quand on a peur. Je me disais, ce soir, elle est fatiguée. Ce n'est pas le moment. Ou bien, je lui parlerai quand j'aurai les idées claires, quand je saurai mieux dire, quand je trouverai les mots justes. Mais l'amour n'attend pas les mots parfaits. Ils meurent parfois dans leur attente. Un après-midi, nous étions dans une librairie. Un endroit qu'elle aimait parce qu'on pouvait y rester longtemps sans avoir à se justifier. Elle passait les doigts sur les couvertures. Elle lisait les 4e de couverture en silence. Moi, je la suivais entre les rayons. Je la regardais plus que les livres. À un moment, elle s'est arrêtée devant une étagère. Elle a pris un roman, l'a ouvert au hasard. Puis elle a dit, presque pour elle-même, « Il y a des gens qui ne savent aimer qu'à moitié, même quand ils aiment sincèrement. » Je me souviens du battement dans ma poitrine. J'aurais dû lui demander, « Tu parles de moi ?» J'aurais dû lui dire, « J'essaie. Je t'assure que j'essaie. » Au lieu de ça, j'ai souri. Encore. Et j'ai répondu quelque chose de creux. Quelque chose comme « C'est triste, oui. » Elle a refermé le livre, doucement, puis elle l'a reposé à sa place. Ce n'était rien, juste une phrase dans une librairie. Et pourtant, j'ai senti que quelque chose reculait encore. Si j'avais su, j'aurais pris son visage entre mes mains pour lui dire de rester encore un peu près de moi. Mais je n'ai rien fait. Les jours ont continué à passer avec leur apparence de normalité. Je m'attachais à cette apparence comme un homme s'accroche à une rambarde pendant que le sol glisse. Je guettais les signes rassurants. Un message tendre, sa main sur ma nuque, un rire plus franc, une soirée plus légère. Et chaque fois, je me disais que j'avais imaginé le reste. Que nous traversions seulement un moment de fatigue. Que tous les couples connaissent ça. Que l'amour respire aussi par retrait. Je cherchais des excuses à ce qui se vidait, parce que l'autre possibilité me terrifiait. Admettre qu'elle s'éloignait. Admettre que je n'étais pas en train de la retenir. Admettre surtout que je participais moi-même à cette disparition. Il y a des gens qui savent se battre pour l'amour quand ils commencent à vaciller. Moi, je restais digne, calme, silencieux, comme si la retenue était une forme de courage. Alors que ce n'était souvent qu'une peur habillée proprement. Et plus elle se taisait, plus je me taisais aussi. Comme si nous nous répondions dans la même langue morte. Comme si chacun attendait que l'autre fasse le premier pas vers l'endroit vrai. Mais personne n'y allait. Personne. Et dans cet espace laissé vide, quelque chose d'invisible grandissait. Pas la colère, pas encore. Plutôt une tristesse lente. Une tristesse polie. Une tristesse qui s'asseyait entre nous sur le canapé, à table dans le lit. Une tristesse qui ne demandait rien, qui prenait juste un peu plus de place chaque jour. Mais le silence a tout détruit. Pas en une nuit, pas avec cruauté. Il l'a fait comme l'hiver entre dans une maison mal fermée, doucement, par les fentes,
jusqu'à ce qu'on vive dans le froid sans même savoir à quel moment la chaleur a disparu. Et moi, j'étais là, à côté d'elle, à quelques centimètres de sa peau, déjà trop loin pour la rejoindre. Il y a eu un dîner chez des amis. Je m'en souviens trop bien. Pas pour ce qui a été dit, pour tout ce qui ne l'a pas été. La soirée était simple. Une table trop petite, des verres qui s'entrechoquaient, des rires, des histoires qu'on raconte en levant les mains pour leur donner plus de place qu'elles n'en ont vraiment. Lina était belle ce soir-là, d'une beauté discrète, presque fatiguée. Elle portait une robe sombre, ses cheveux attachés à la va-vite. Quelques mèches tombaient près de son cou. Avant, j'aurais posé mes doigts là, juste là, pour remettre le monde en ordre. Mais ce soir-là, je n'ai rien fait. Je suis resté assis, à côté d'elle, comme on reste près d'une fenêtre fermée quand on n'ose plus l'ouvrir. Les autres parlaient fort. Nous, moi. Je répondais aux questions. Je souriais au bon moment. Je faisais ce qu'on attend d'un homme qui donne encore l'illusion d'aller bien. Elle aussi jouait son rôle, avec grâce, avec cette politesse triste qui ressemble parfois à la faim. Par moments, je la regardais pendant qu'un autre parlait. Elle avait le visage tourné vers la lumière de la cuisine. Et dans son regard, il y avait cette distance silencieuse qui me blessait de plus en plus. Pas du mépris, pas de la froideur. Non, quelque chose de plus douloureux. Une présence qui n'habite plus complètement sa propre place. Comme si elle se tenait déjà un peu ailleurs. Je ne savais pas que l'on pouvait assister à l'éloignement de quelqu'un en plein milieu d'une table pleine de monde. À un moment, l'un de nos amis a ri en disant « Vous deux, au moins, on sent que c'est solide. Vous êtes calmes, pas comme nous. » Tout le monde a souri. Moi aussi, par réflexe. Mais Lina n'a rien répondu. Elle a juste baissé les yeux vers son verre. Et ce petit silence, perdu dans le bruit de la soirée, m'a traversé comme une lame. Parce que j'ai compris qu'il disait plus que toutes les conversations du monde. Solide. C'est ce qu'on renvoie quand on ne se dispute pas, quand on ne se crie pas dessus, quand on sait encore se tenir droit devant les autres. Les gens prennent souvent le calme pour de l'amour. Ils confondent l'absence de bruit avec la paix. Ils ne voient pas les failles quand elles sont propres. Ils ne voient pas les ruines quand elles restent debout. Sur le chemin du retour, il pleuvait légèrement. Pas assez pour courir, juste assez pour sentir la ville plus froide. Nous marchions côte à côte. Nos pas avaient le même rythme. C'était presque beau. Presque. Je lui ai demandé si elle avait passé une bonne soirée. Elle a répondu « Oui », puis plus rien. J'aurais pu m'arrêter là, comme d'habitude. Accepter ce « oui » vide, le ranger avec tous les autres. Mais quelque chose en moi a résisté, cette fois. Pas longtemps. Juste assez pour souffrir davantage. Alors j'ai demandé « Tu es sûr ?» Elle a tourné la tête vers moi. Son visage était calme, trop calme. Et elle a dit « Pourquoi tu me demandes ça seulement maintenant ?» Cette phrase m'a laissé sans voix, parce qu'elle ne parlait pas du dîner, ni même de cette soirée. Elle parlait de tout le reste, des semaines, des signes, des silences, des appels manqués de l'âme. Elle parlait de tous ces moments où elle était là, juste devant moi, à attendre que je voie enfin ce qui se défaisait. Et moi, comme un idiot, je n'ai pas su répondre. Je me suis contenté de dire « Je ne sais pas ». La vérité, c'est que je savais. Je savais très bien. Je savais depuis longtemps que quelque chose s'éloignait. Je savais qu'elle souffrait d'une absence qui portait mon visage. Je savais que mes mots ne venaient jamais quand elle en avait besoin. Mais je n'avais pas le courage de regarder la vérité en face. Alors, j'ai choisi la phrase la plus lâche. Je ne sais pas. Elle a hoché la tête, sans colère, sans ironie. Et ce manque de colère m'a fait encore plus mal. Parce qu'il y a un moment où l'on ne se bat plus. Un moment où la fatigue remplace la colère. Et ce soir-là, sur ce trottoir mouillé, j'ai compris qu'elle était peut-être déjà rendue à cet endroit. Je pensais qu'elle serait toujours là, même fatiguée, même déçue, même blessée. Je croyais qu'aimer quelqu'un me donnait un droit secret sur sa patience. Je pensais qu'elle supporterait encore, qu'elle attendrait encore un peu, qu'elle finirait par comprendre toute seule ce que je n'arrivais pas à dire. Mais je me trompais. L'amour n'est pas un talent de devin. L'amour ne vit pas de suppositions. Il s'épuise,
lui aussi. Arrivée chez elle, elle ne m'a pas demandé de monter. D'habitude, ce détail n'avait aucune importance. Parfois oui, parfois non. Nous respections nos espaces. C'était notre façon de faire. Mais ce soir-là, le geste avait un autre poids. Elle s'est tournée vers moi. La pluie accrochait de petites perles à ses cils. Elle avait l'air si proche, et déjà presque perdue. Elle a dit « Bonne nuit ». Rien de plus. Pas de baiser long, pas de main qui s'attarde, juste ces deux mots. Et dans ces deux mots, il y avait une fatigue immense. Je l'ai laissée partir derrière sa porte. Je suis resté quelques secondes dans la rue, immobile, à regarder la lumière de son entrée sous la pluie. J'aurais dû sonner, j'aurais dû frapper, j'aurais dû monter les escaliers 4 à 4, frapper à sa porte et dire enfin ce que je gardais en moi depuis trop longtemps, que je la sentais partir, que j'avais peur, que mon silence n'était pas de l'indifférence, mais une vieille blessure devenue une mauvaise habitude, que je l'aimais. Que je l'aimais mal, peut-être, mais de toute la force que j'avais. Je ne l'ai pas fait. Si j'avais su, j'aurais préféré la honte d'avouer à la douleur de me taire. À la place, je suis rentré chez moi. J'ai enlevé ma veste trempée. J'ai laissé les lumières éteintes. Je me suis assis dans le noir, au bord du lit. Et pour la première fois, j'ai accepté une idée qui jusque-là ne faisait que rôder autour de moi. Peut-être qu'elle n'attendait plus. Peut-être que ce que je prenais pour une distance passagère était déjà une forme de renoncement. Peut-être que j'arrivais trop tard. Le plus cruel, c'est que rien de spectaculaire ne s'était produit. Aucune trahison, aucune scène, aucun mot irréparable. Seulement cette lente usure, cette manière que nous avions eue de remettre au lendemain ce qui demandait du courage aujourd'hui. Il y a des gens qui perdent l'amour dans le tumulte. Moi, je l'ai senti m'échapper dans la pluie légère d'un soir ordinaire. Mais le silence a tout détruit. Pas seulement entre nous, en moi aussi. Parce qu'à force de ne pas parler, on finit par ne plus savoir comment revenir. Et cette nuit-là, dans ma chambre sombre, j'ai compris une chose terrible. Je pouvais encore entendre son rire. Je pouvais encore sentir son odeur sur mon oreiller. Je pouvais encore l'appeler. Et pourtant, pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle était déjà plus loin que ma voix. Le lendemain, je ne l'ai pas appelée tout de suite. C'est absurde, je sais. Quand on sent que quelque chose se casse, on devrait courir vers ce qui tremble. Pas attendre, pas calculer, pas chercher le bon moment. Mais moi, j'ai toujours eu cette manière lâche de remettre l'essentiel à plus tard. Je me suis réveillé avec son visage encore posé quelque part dans la pièce, dans le pli du drap, dans l'odeur restée sur l'oreiller, dans le souvenir de cette pluie fine sur ses cils. J'ai regardé mon téléphone plusieurs fois. Je l'ai pris, reposé, repris encore, comme si l'écran pouvait écrire à ma place la phrase que je n'avais jamais su dire en face. J'ai fini par envoyer quelque chose de pauvre, quelque chose de sec. Tu es bien rentré? Même aujourd'hui, cette phrase me fait honte, parce qu'elle était minuscule, parce qu'elle contournait tout, parce qu'au lieu de lui offrir mon cœur ouvert, je lui tendais une politesse. Elle a répondu longtemps après. T'inquiète, oui, rien d'autre. Pas de surnom, pas de tendresse glissée au bord de la phrase. Pas ce petit souffle invisible qui avant suffisait à réchauffer ma journée. Juste ça, oui. Et soudain, ce mot m'a paru immense, froid, comme une pièce vide. Je ne savais pas qu'un simple message pouvait déjà contenir la fin. Les jours suivants, nous nous sommes moins vus. Pas officiellement, pas avec une décision. Personne n'a dit « on doit prendre de la distance ». Non, ça s'est fait comme tombent certaines lumières le soir, lentement, presque sans qu'on s'en aperçoive. Un rendez-vous repoussé, une fatigue, un imprévu, puis un autre. Je disais que je comprenais. Elle disait merci. Et à chaque fois, quelque chose en moi criait de la retenir. Mais ma bouche, elle, restait sage. Trop sage. Je m'accrochais à des détails ridicules. Le fait qu'elle répondait encore. Le fait qu'elle mettait encore un cœur parfois à la fin d'un message. Le fait qu'elle ne m'avait pas dit clairement qu'elle partait. Je transformais les miettes en preuves, les silences en patience, l'éloignement en simple fatigue. On fait ça quand on a peur. On réécrit le réel pour ne pas mourir tout de suite de ce qu'il annonce. Un soir, pourtant, elle a accepté de venir.
J'avais proposé qu'on dîne chez moi, comme avant. J'ai passé la journée à rendre l'appartement presque irréprochable, comme si l'ordre pouvait réparer ce que les mots n'avaient pas su sauver. J'ai changé les draps, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai acheté ce vin qu'elle aimait bien, pas pour son goût, mais parce qu'elle disait qu'il sentait les soirs qui pardonnent. J'ai même acheté des oranges, par réflexe, par superstition, par tristesse, sûrement. Quand elle est arrivée, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'était plus à sa place. Elle m'a souri, un beau sourire encore, mais prudent, comme on touche une vieille cicatrice. Elle portait un manteau clair, ses cheveux sentaient la pluie et le vent froid. Je l'ai prise dans mes bras, elle s'est laissée faire, mais son corps ne s'est pas abandonné au mien comme avant. Il est resté là, présent et retenu. Cette nuance-là m'a coupé le souffle. On a mangé presque normalement. C'est ce qui m'a le plus brisé, le presque. Elle m'a parlé de son travail, d'une collègue épuisante, d'un livre qu'elle n'arrivait pas à finir. Je répondais, je la regardais. Je cherchais sur son visage la femme qui autrefois me regardait comme si elle déposait en moi sa confiance. Par moments, je la retrouvais. Une seconde, un pli de bouche, une lueur. Puis ça repartait, comme une fenêtre qui se referme juste avant qu'on atteigne la poignée. Je pensais qu'elle serait toujours là, même à moitié, même fatiguée, même loin. Je pensais qu'il suffisait qu'elle soit encore assise en face de moi pour que tout reste possible. Mais je me trompais. On peut partager une table et ne plus habiter la même histoire. Après le dîner, elle s'est levée pour débarrasser, comme avant. Encore une fois, comme avant. Et j'ai senti monter en moi une panique étrange, parce que ses gestes familiers devenaient cruels. Ils ressemblaient à notre ancien bonheur, sans en avoir la chaleur. Dans la cuisine, elle rinçait les verres. Je la regardais de dos, et j'ai su que si je ne parlais pas ce soir-là, je n'aurais peut-être plus jamais le courage de le faire. Alors, j'ai dit son prénom, juste ça. Lina. Elle s'est arrêtée. L'eau coulait encore. Elle n'a pas bougé pendant une seconde. Puis, elle a fermé le robinet, lentement. Quand elle s'est tournée vers moi, j'ai vu dans ses yeux une fatigue si profonde que j'en ai eu mal jusque dans les mains. J'aurais dû parler tout de suite, tout sortir, tout renverser. Mais les premières phrases qui sont venues étaient encore mauvaises, encore trop petites. Ces derniers temps, je te sens différente. Elle a baissé les yeux. Pas de surprise, pas de déni, comme si elle attendait enfin cette phrase depuis des semaines, peut-être des mois. Elle s'est appuyée contre le plan de travail. Et elle a dit, « Tu me sens différente maintenant. » Pas une question, un constat, un miroir tendu en silence. Je n'ai pas su quoi répondre. Encore une fois, toujours cette même seconde où mon cœur allait plus vite que ma voix. Toujours ce retard fatal entre ce que je ressentais et ce que j'osais offrir. Elle a continué, très calmement. « Ça fait longtemps que je ne sais plus comment te rejoindre. » Cette phrase-là, je l'entends encore la nuit. Je crois qu'elle m'a traversé plus violemment que n'importe quel cri. Parce qu'elle était simple. Parce qu'elle était vraie. Parce qu'elle disait tout ce que nous avions laissé pourrir entre nous. Si j'avais su, j'aurais compris plus tôt qu'elle ne me demandait pas d'être parfait, seulement d'être accessible. Je me suis approché d'elle, pas trop près, comme si même ma propre tendresse avait peur de forcer la porte. Je lui ai dit que j'étais là, que je l'aimais, que je n'étais pas toujours doué avec les mots. Des phrases honnêtes, oui, mais tardives, terriblement tardives. Elle m'a regardé avec une douceur qui m'a presque achevé. Puis elle a secoué la tête à peine. Et elle a murmuré « Je le sais ». Le problème n'était pas qu'elle doutait de mon amour. Le problème, c'est qu'elle vivait depuis trop longtemps à côté. À côté de mes peurs, à côté de mes retraits, à côté d'un homme qui l'aimait profondément, mais derrière une porte qu'il ne lui ouvrait jamais complètement. Et un amour qu'on regarde de l'autre côté d'une porte finit par ressembler à une absence. Nous sommes restés silencieux après ça. Un vrai silence, cette fois. Pas celui qui repose, pas celui qui unit. Un silence épuisé. Un silence qui arrivait après trop de mots manqués. J'ai compris qu'elle n'avait pas cessé de m'aimer d'un seul coup. Elle s'était fatiguée, voilà tout. Fatiguée de tendre la main dans le vide.
fatigué de deviner, fatigué d'attendre la version entière de moi. Mais le silence a tout détruit. Parce qu'à force de ne pas dire où l'on saigne, l'autre finit par croire qu'il n'a plus de place pour panser la blessure. Elle a repris son manteau. Je ne l'ai pas retenu. Pas par grandeur, par peur encore. Par cette vieille peur de devenir pathétique au moment même où tout me glissait entre les doigts. Sur le pas de la porte, elle s'est arrêtée une seconde. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose de plus. Une phrase à garder. Une promesse faible. Un reste. Mais non. Elle m'a seulement regardé comme on regarde une maison qu'on a longtemps aimée et dans laquelle on sait déjà qu'on ne vivra plus. Puis, elle est partie. Et quand la porte s'est refermée, je n'ai pas entendu un bruit. J'ai entendu un vide. Après son départ, l'appartement a changé de bruit. C'est étrange, un lieu. Il suffit qu'une seule personne s'en aille pour que tout cesse de respirer pareil. Le frigo faisait trop de bruit. Le parquet craquait trop fort. Même l'eau du robinet semblait tomber dans un espace plus vide qu'avant. Je suis resté longtemps debout dans l'entrée, sans enlever mes chaussures, sans allumer davantage de lumière, comme si bouger revenait à admettre que quelque chose venait vraiment de se passer. Sur la table, il y avait encore son verre, une trace de rouge à lèvres très légère, presque rien, une preuve minuscule. Et pourtant, je la regardais comme on regarde les derniers morceaux d'un incendie, avec cette pensée absurde. Tant que c'est là, tout n'est peut-être pas fini. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai tourné dans l'appartement comme un homme qui cherche une issue dans un rêve fermé. J'ouvrais une fenêtre, je la refermais, je m'asseyais, je me relevais. J'ai relu nos anciens messages, les premiers, ceux où tout semblait simple, ceux où chaque mot avait encore une chaleur. Tu es réveillé? Viens marcher. J'ai pensé à toi en voyant la lumière sur la rivière. Je lisais ça avec une boule dans la gorge, pas seulement parce que c'était beau, parce que je voyais déjà, dans ces phrases anciennes, tout ce que je n'avais pas su protéger. Je ne savais pas qu'on pouvait devenir le lieu de fatigue de la personne qu'on aime. Au petit matin, j'ai pris mon téléphone, cette fois sans hésiter, sans me raconter que ce n'était pas le moment, sans attendre d'être plus calme. J'ai écrit un long message, le premier vrai, le premier sans détour. Je lui ai dit que j'avais peur, que je comprenais enfin, trop tard, ce qu'elle essayait de me dire depuis des semaines. Que mon silence n'était pas du désamour, mais une vieille façon de survivre devenue une prison. Je lui ai dit que je voulais apprendre, parler, être moins fermé, moins loin. Je lui ai dit surtout que je ne voulais pas la perdre sans me battre au moins une fois contre moi-même. J'ai relu le message 10 fois, puis je l'ai effacé, tout, d'un seul geste. Je me suis retrouvé devant l'écran vide avec cette nausée familière, cette lâcheté propre, cette manière que j'avais de croire que tant que les mots restaient en moi, ils pouvaient encore être parfaits. Et à la place, j'ai envoyé « Tu es réveillé ?» Je crois que c'est ce matin-là que j'ai commencé à me détester un peu. Elle n'a pas répondu tout de suite. Les heures ont avancé lentement. Je faisais semblant de travailler. Je regardais l'écran. Je revenais au téléphone. Je posais ma main dessus comme s'il était vivant. Vers midi, son message est arrivé. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Rien de dur, rien de tendre non plus, juste une distance polie, une distance qui ne blessait pas pour faire mal, une distance qui constatait. Je suis resté là à fixer ces mots. J'aurais pu répondre « On peut se voir ?» J'ai besoin de te parler. Je t'en prie, ne laisse pas tout finir comme ça. Mais je n'ai pas voulu forcer. Ou peut-être que je n'ai pas osé. Encore. Toujours. Alors j'ai écrit « D'accord, bon courage ». Je pensais que lui laisser de l'espace était une preuve d'amour. Mais je me trompais. Parfois, ce qu'on appelle respect n'est qu'un abandon qui n'ose pas dire son nom. Les jours suivants ont eu la couleur des choses suspendues. Ni rupture, ni réconciliation. Un entre-deux sale. Un couloir sans porte. Nous nous écrivions peu, toujours correctement. Toujours avec cette douceur prudente qui fait encore plus mal que la froideur. Je savais qu'elle ne voulait pas me blesser. Je savais aussi qu'elle ne savait plus comment revenir. Et moi, je continuais à vivre dans cette absurdité. Espérer sans agir. Souffrir sans parler. Attendre sans savoir ce que j'attendais vraiment.
un soir, en rentrant, j'ai trouvé sa pince à cheveux sur l'étagère de la salle de bain. Noire. Simple. Je l'ai tenue dans ma paume longtemps. Il y avait quelque chose d'insupportable dans cet objet. Quelque chose de domestique. D'intime. La preuve que son absence n'était pas encore totale. Que son passage restait accroché au coin de ma vie. Je l'ai posé sur la table de nuit, comme on dépose une relique. Et j'ai compris à quel point l'amour, quand il commence à se retirer, transforme les objets en blessures. Je pensais qu'elle serait toujours là, pas forcément près, pas forcément heureuse, mais là, comme une certitude, comme un retour possible. Je m'étais habitué à l'idée qu'elle finirait toujours par rouvrir la porte malgré mes lenteurs, malgré mes manques, malgré mes murs. C'était peut-être ça, au fond, mon erreur la plus honteuse. J'aimais sincèrement. Oui. Mais j'aimais avec la conviction secrète que son amour à elle serait plus patient que mes silences, plus solide que mes défaillances, plus fidèle que ma peur. Je lui demandais sans le dire de supporter ce que je ne faisais rien pour changer. C'est terrible de comprendre ça trop tard. Une semaine après cette soirée, nous nous sommes croisés par hasard. Ou presque. Dans une petite rue près du café où nous nous étions rencontrés. Je l'ai vue avant qu'elle me voie. Elle marchait lentement, un sac en bandoulière, le visage un peu fermé par le vent. Mon cœur a réagi avant moi, avec cette violence ridicule des hommes qui croient encore que l'amour va revenir rien qu'en reconnaissant une silhouette. Quand elle a levé les yeux vers moi, elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Fatigué, mais vrai. Et ce sourire m'a presque achevé, parce qu'il contenait tout ce qui restait. De la tendresse, de l'histoire, et quelque chose qui ressemblait déjà à l'adieu. Nous avons pris un café, là, presque au même endroit que la première fois. Le destin a parfois un goût cruel pour les symétries. Au début, nous avons parlé de choses simples, le travail, le temps, une amie commune. Puis les phrases se sont espacées. Je la regardais tenir sa tasse entre ses mains, exactement comme avant. Et pourtant, rien n'était pareil. À un moment, elle m'a demandé « Tu vas bien ?» Cette question, dans sa bouche, avait encore une douceur ancienne. Mais je n'ai pas répondu tout de suite, parce que pour la première fois, j'ai senti la vérité monter jusqu'à ma gorge. Pas une vérité élégante, pas une vérité maîtrisée, une vérité nue. Non, je n'allais pas bien. Non, je ne dormais plus. Non, je n'acceptais pas l'idée de la voir glisser hors de ma vie, comme on laisse partir un train parce qu'on a eu peur de courir. Je ne savais pas que la sincérité pouvait faire aussi peur qu'une chute. Alors je l'ai regardée, et j'ai dit « pas vraiment ». Elle n'a rien répondu. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. Pas assez pour me sauver, pas assez pour tout recommencer. Juste assez pour me faire comprendre qu'elle avait attendu cette simple honnêteté pendant bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. C'était peu, terriblement peu, mais c'était enfin vrai. Et dans ce petit morceau de vérité tardive, j'ai senti tout le poids de ce que nous avions perdu. Parce qu'il aurait suffi, peut-être, de ça plus tôt. D'un j'ai peur, d'un reste, d'un je ne sais pas aimer autrement, mais je veux essayer. Mais le silence a tout détruit. Pas seulement les grandes déclarations, même les phrases simples, celles qui sauvent sans faire de bruit. Quand nous nous sommes quittés devant le café, elle a posé sa main sur mon bras. Un geste bref, presque fraternel, presque amoureux encore. Puis elle a dit « Prends soin de toi ». Et je suis resté là, au milieu du trottoir, avec cette certitude qui tombait enfin en moi comme une pluie froide. On ne perd pas toujours quelqu'un le jour où il part. Parfois, on le perd le jour où l'on commence enfin à dire la vérité et qu'elle arrive trop tard. Après ce café, je n'ai plus réussi à me mentir. Avant, je pouvais encore me raconter des choses, que nous traversions une phase, qu'elle avait besoin d'air, que l'amour se replie parfois avant de revenir plus fort. Mais là, non. Je savais. Pas tout. Pas encore. Mais assez pour sentir que le sol ne tenait plus. Je suis rentré à pied, longtemps, sans vraiment voir les rues. La ville passait autour de moi comme un décor fatigué. Des gens riaient devant des terrasses. Une femme tirait son enfant par la main. Un homme parlait seul avec une cigarette au bord des lèvres. Le monde continuait. C'est toujours ce qui me choque le plus dans la douleur. Le fait qu'elle n'arrête rien. Le feu passe au vert.
Les serveurs débarrassent, les bus arrivent. Et toi, au milieu de tout ça, tu comprends seulement que quelque chose d'immense vient de se fissurer. Chez moi, je me suis assis dans la pénombre. Je n'ai pas allumé la musique. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas cherché à remplir le vide. Pour une fois, je l'ai laissé entrer, en entier. Et dans ce vide, une évidence a pris forme. Lina n'était pas seulement fatiguée de moi. Elle était fatiguée d'avoir essayé seule, fatiguée d'aimer dans un couloir fermé, fatiguée de tendre la main vers un homme qui l'aimait, oui, mais depuis un endroit où il ne savait jamais rester découvert. Cette pensée m'a fait plus mal que tout, parce qu'elle était juste, parce qu'elle ne me laissait plus d'excuses. Je pensais qu'aimer suffisait à compenser ce qu'on ne disait pas, mais je me trompais. Aimer sans parler, parfois, ce n'est pas aimer moins. C'est aimer de manière si incomplète que l'autre finit par s'y épuiser. Les jours suivants, j'ai tenté d'être différent. Pas pour lui prouver quelque chose, pas pour jouer au bonhomme devenu lucide trop tard. Juste parce que je ne supportais plus ma propre façon de me taire. J'ai recommencé à écrire, sur du papier, pas sur le téléphone, pas dans les messages qu'on corrige jusqu'à les rendre morts. Je noircissais des pages entières la nuit, des phrases mal faites, des aveux bruts, des souvenirs, des choses de mon enfance que je n'avais jamais dites à personne. Mon père qui répondait au chagrin par le silence. Ma mère qui se taisait pour éviter les tempêtes. La maison pleine de portes fermées doucement, comme pour donner à la douleur une apparence de bonne éducation. J'ai compris d'où me venait cette manière absurde de tout enfouir. Chez nous, on ne criait pas toujours, mais on n'expliquait jamais. On laissait les blessures dormir dans les coins. On appelait ça la paix. Alors j'ai grandi avec cette idée malade. Se taire, c'est protéger. Ne pas déranger, c'est aimer. Ne pas demander, c'est respecter. Je ne savais pas que je transportais cette vieille maison en moi chaque fois que j'aimais quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que Lina m'avait touché si vite. Parce qu'elle, au début, savait habiter les silences sans les rendre cruels. Elle s'asseyait près de moi sans exiger. Elle ne forçait rien. Elle me laissait venir. Et moi, j'ai confondu sa patience avec une capacité infinie. J'ai cru que comme elle comprenait mes retraits, elle pourrait les porter éternellement. C'est là qu'on devient injuste sans même s'en rendre compte. Quand on prend la douceur de quelqu'un pour une réserve inépuisable. Quand on transforme sa compréhension en refuge permanent. Quand on oublie que les êtres les plus délicats ont eux aussi un point de fatigue. Je ne savais pas que c'était déjà presque fini, même si son prénom brillait encore sur mon écran. Elle m'écrivait parfois de petits messages, précis, sobres. J'ai laissé un livre chez toi. Tu es libre jeudi pour que je passe? Merci pour l'autre jour. Chaque phrase avait la beauté triste des choses qui ne veulent pas blesser. Je lisais ces mots 10 fois. Je cherchais entre les lignes une chaleur cachée, un appel, une fissure où me glisser pour revenir. Mais tout était devenu plus net, plus adulte, presque plus tendre d'une certaine façon. Comme si l'amour s'était retiré sans haine, en laissant derrière lui une douceur de cendre. Je lui ai répondu simplement. Moi aussi, sans grande phrase, pas parce que j'en avais pas, parce que je commençais enfin à comprendre qu'on ne sauve pas un cœur épuisé avec un déluge tardif. Il aurait fallu autre chose, du temps, de la constance. Une parole offerte plus tôt, un courage moins intermittent. Je me suis mis à revivre nos souvenirs autrement. Avant, ils me faisaient mal parce qu'ils étaient beaux. Maintenant, ils me faisaient mal parce que j'y voyais les endroits où elle avait essayé de me rejoindre. Ce banc où elle m'avait demandé si je faisais toujours semblant d'aller bien. Cette marche au bord du fleuve où elle avait murmuré « Tu sens quand je m'éloigne ou pas ?» Cette librairie, ce dîner, cette cuisine. Partout, elle avait laissé des ouvertures, jamais violentes, jamais théâtrales. Elle ne m'avait pas lancé des ultimatums, elle m'avait tendu des fils. Et moi, je les avais regardés tomber un à un, sans comprendre qu'ils nous retenaient encore. Si j'avais su, j'aurais appelé chaque chose par son nom avant qu'elle ne se transforme en distance. Un jeudi, elle est passée récupérer quelques affaires. Pas beaucoup. C'est ça qui m'a brisé. Pas beaucoup.
comme si elle n'avait jamais vraiment pris de place. Comme si tout ce que nous avions vécu pouvait tenir dans un sac en toile et 2 livres oubliés sur une étagère. Elle est arrivée en fin d'après-midi. Le ciel était gris encore. J'ai pensé que les mauvais souvenirs adorent les mêmes lumières. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a souri. Doucement, sans malaise, sans empressement non plus. Elle avait ce visage qu'on a quand on s'est déjà habitué à une absence, même si elle n'est pas encore complète. Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé l'appartement comme on regarde une chambre d'hôtel après la dernière nuit, sans hostilité, avec ce mélange de familiarité et de détachement qui fait le plus mal. Elle a pris son livre sur la table basse, sa pince à cheveux dans la salle de bain, un pull resté derrière la porte de la chambre. Je la suivais à quelques pas, inutile. J'aurais voulu lui dire « Laisse au moins ça. Laisse une preuve. Laisse-moi encore quelque chose qui me permette de croire que tu vas revenir. » Mais je n'ai rien dit. Toujours cette pudeur stupide. Toujours cette dignité qui ressemblait de plus en plus à une défaite. À un moment, elle s'est arrêtée près de la fenêtre, celle où la lumière tombe en fin de journée comme un souvenir calme. Elle a regardé dehors, puis elle a dit, sans se tourner vers moi, « Tu sais ce qui a été le plus dur ?» J'ai senti mon corps entier se raidir. J'aurais pu répondre non, j'aurais pu me taire. Mais quelque chose en moi avait enfin appris à ne plus fuir tout de suite. Alors j'ai dit, « Dis-moi. » Sa main jouait avec la sangle de son sac, un geste minuscule, presque rien. Et pourtant j'ai vu qu'il lui coûtait de parler. « Ce n'est pas que tu ne m'aimais pas. » Elle a marqué une pause. J'ai baissé les yeux, parce que cette phrase, déjà, me coupait. Puis elle a repris. « C'est que j'avais l'impression de devoir mériter ce qu'il y avait derrière ton silence. » J'ai levé la tête d'un coup. Elle s'était tournée vers moi. Ses yeux étaient calmes, trop calmes. Pas accusateurs, pas durs, juste lassée d'avoir porté ça seule. Comme si je devais être assez douce, assez patiente, assez prudente, pour que tu me laisses entrer vraiment. Je n'ai rien trouvé à répondre. Pas parce qu'il n'y avait rien à dire, parce qu'elle venait de poser sur la table une vérité si exacte que le moindre mot aurait eu l'air de mentir. Je pensais qu'elle serait toujours là, qu'elle comprendrait que mon silence n'était pas un refus, qu'elle verrait l'amour caché derrière. Mais je me trompais. Ce n'était pas à elle de creuser jusqu'à moi. C'était à moi d'ouvrir. Et à force de lui demander d'attendre devant la porte, j'avais fini par transformer l'amour en épreuve. Elle a ajouté plus bas. Au bout d'un moment, on ne se sent plus aimé. On se sent toléré à distance. Toléré à distance. Il y a des phrases qui ne font pas de bruit quand elles tombent, mais qui déplacent toute une vie à l'intérieur de vous. Celle-là en faisait partie, parce que c'était exactement ce que je lui avais offert sans le vouloir. Une place, oui, mais jamais le centre. Une proximité. Oui, mais sous condition de ne pas trop demander, de ne pas trop approcher l'endroit vrai. Et l'amour ne peut pas vivre longtemps dans une pièce où il doit chuchoter pour ne pas déranger les peurs de l'autre. Mais le silence a tout détruit. Je le voyais enfin avec une netteté cruelle. Il n'avait pas seulement éloigné Lina, il m'avait fabriqué moi aussi. Il avait décidé de mes gestes, de mes esquives, de mes demi-réponses, de ma façon de protéger mes blessures en blessant plus doucement. Je lui ai dit que j'étais désolé. Une phrase simple, trop petite pour ce qu'elle contenait. Elle a hoché la tête, pas comme quelqu'un qui pardonne tout, plutôt comme quelqu'un qui reconnaît un effort honnête, mais tardif. Puis, elle a pris son sac. Elle s'est approchée de la porte. Avant de sortir, elle a posé la main sur le bois. Puis, elle s'est retournée vers moi. Et elle a dit, « J'aurais voulu que tu me parles avant d'avoir peur de me perdre. » Ensuite, elle est partie. Cette fois, je n'ai pas couru derrière elle. Je suis resté là, au milieu de l'entrée, avec ces mots suspendus dans l'air. Et pour la première fois, j'ai compris que le vrai drame n'était pas seulement qu'elle s'éloigne. Le vrai drame, c'était qu'elle avait attendu ma vérité si longtemps, qu'au moment où elle commençait enfin à naître, elle ne pouvait déjà plus rien sauver. Après ça, je n'ai plus cherché à me rassurer. Je n'ai plus essayé de transformer la douleur en malentendu. Ce qu'elle avait dit était trop précis, trop vrai.
On ne se remet pas à mentir facilement après une phrase pareille. J'ai vécu plusieurs jours dans une sorte de calme malade. Je faisais ce qu'il fallait faire. Je me levais, je travaillais, je répondais aux gens, je mangeais sans faim, je dormais peu. Et au milieu de tout ça, une seule phrase revenait, toujours la même. J'aurais voulu que tu me parles avant d'avoir peur de me perdre. Il y a des phrases qui vous poursuivent, pas comme un bruit, comme un miroir. Et celle-là me montrait exactement l'homme que j'avais été avec elle. Un homme amoureux, oui, mais un homme qui n'ouvrait sa vérité qu'au bord du vide, comme si l'urgence seule méritait enfin les aveux, comme si l'amour devait d'abord menacer de mourir pour que je consente à le défendre avec des mots. Je ne savais pas que vivre ainsi revenait à demander à l'autre de survivre sans lumière jusqu'au dernier moment. J'ai relu les pages que j'avais écrites sur mon enfance, les portes, les silences, les repas où personne ne demandait vraiment comment allait l'autre, les chagrins rangés dans les poches comme des objets honteux. Tout était là. Et pourtant, quelque chose manquait encore. Une pièce que je n'arrivais pas à poser au centre, parce que cette histoire n'était pas seulement la mienne. Il y avait aussi Lina, son silence à elle, sa fatigue à elle, la façon qu'elle avait eue au début de me rejoindre doucement, puis de se retirer avec la même lenteur. Je comprenais enfin ce que j'avais fait, mais je ne comprenais pas encore tout ce qu'elle avait porté. Puis un soir, elle m'a écrit. Pas tard, pas tôt non plus. Cette heure grise où la journée n'a plus d'excuses pour tenir debout. Son message disait simplement « Je peux t'appeler ?» Mon cœur s'est serré d'une manière presque ancienne, pas comme un espoir, plutôt comme une blessure qui reconnaît la main qui va la toucher. J'ai répondu oui. Sa voix, quand elle est arrivée, m'a fait plus mal que son absence, parce qu'elle était la même, toujours douce, toujours retenue, toujours capable de me donner l'impression d'un foyer, même au bord de la faim. Nous avons parlé de presque rien au début, et quelques phrases maladroites, des précautions, cette politesse que les gens utilisent quand ils ont peur de faire tomber ce qui reste. Puis elle s'est tue, et cette fois, je n'ai pas recouvert le silence. Je suis resté là, à l'intérieur de lui, avec elle. Alors elle a dit, « Je crois que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Je me souviens avoir fermé les yeux, comme si entendre demandait aussi du courage physique. Elle a continué, lentement. Quand tu te taisais, ce n'était pas seulement difficile. Pause. Ça réveillait quelque chose de très ancien chez moi. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit. Pour une fois, mon silence servait à accueillir, pas à fuir. Elle m'a raconté alors une chose qu'elle ne m'avait jamais dite. Quand elle était plus jeune, bien avant moi, elle avait vécu auprès de quelqu'un qui transformait tout en silence. Pas la violence spectaculaire, pas les cris, pas les coups. Non, quelque chose de plus flou, de plus propre, de plus destructeur aussi. Un homme qui punissait en se retirant, qui faisait du mutisme une manière de dominer, qui laissait Lina des jours entiers face à ses propres questions, face à sa culpabilité, face au besoin de mériter le retour d'une parole. Elle m'a dit qu'elle avait mis du temps à comprendre que cette forme de silence-là pouvait faire autant de dégâts que les mots les plus durs. Elle m'a dit qu'avec moi, au début, elle avait cru que c'était différent. Et ça l'était. Je ne voulais pas la blesser, je ne voulais pas l'éteindre. Mais son corps, lui, ne savait pas toujours faire la différence entre une absence volontaire et une fermeture née de la peur. Le résultat, au fond, se ressemblait trop. Je pensais qu'elle serait toujours là. Je pensais que parce que mes intentions étaient bonnes, mes silences seraient moins lourds. Mais je me trompais. On ne vit pas dans l'intention de l'autre. On vit dans ce qu'il nous fait ressentir. Et ce qu'elle ressentait, face à moi, ce n'était pas seulement mon amour maladroit. C'était aussi ce vieux vertige, cette impression d'être devant une porte close, d'attendre encore, de devoir se faire petite pour ne pas provoquer davantage de distance. Je crois que c'est à cet instant que j'ai compris le cœur exact de notre histoire. Nous ne nous sommes pas perdus parce que nous ne nous aimions plus. Nous nous sommes perdus parce que le silence n'avait pas le même visage pour chacun de nous. Pour moi, il était une protection, un refuge honteux,
la vieille couverture sous laquelle je cachais tout ce qui pouvait me rendre vulnérable. Pour elle, il était un abandon, une alarme, une pièce froide où l'on recommence à douter de sa place. Il y a des gens qui entendent le silence comme une pause, et il y a ceux pour qui il sonne comme un effacement. Nous étions faits de ces deux langues-là, et nous avons cru trop longtemps qu'elles se comprenaient toutes seules. Je ne savais pas que l'on peut aimer quelqu'un sincèrement et lui faire revivre, sans le vouloir, ce dont il a mis des années à sortir. Sa voix s'est brisée un peu sur la fin. Pas beaucoup. Juste assez pour que je sente tout ce qu'elle retenait encore. Elle a dit, « Au début, j'essayais de me raisonner. Je me disais que tu étais juste différent, que tu avais besoin de temps, que ce n'était pas contre moi. Je serrais le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Mais plus je t'aimais, plus ton silence prenait de place. » Elle a repris son souffle. Puis elle a ajouté, presque en chuchotant, « Et j'ai commencé à redevenir quelqu'un que je ne voulais plus être. » Cette phrase m'a détruit. Parce qu'elle disait l'essentiel. Elle ne partait pas seulement pour me quitter. Elle partait pour ne pas se reperdre elle-même. Pour ne pas redevenir cette femme qui attend devant une porte, qui s'accuse, qui s'ampute pour obtenir un peu de chaleur. Et soudain, ma douleur a changé de forme. Elle était toujours là. Immense. Mais elle n'était plus seulement la douleur d'être quittée. C'était aussi la honte calme de comprendre qu'en voulant me protéger, j'avais touché chez elle un endroit déjà blessé. Si j'avais su, j'aurais appris plus tôt que l'amour ne suffit pas quand il marche toujours sur la peur de l'autre. J'ai fini par parler, vraiment. Pas pour me défendre, pas pour expliquer trop bien. Je lui ai dit que je comprenais. Pas entièrement, peut-être, mais assez pour ne plus réduire sa fatigue à une simple distance. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien inventé, rien exagéré. Que oui, mon silence était une prison, et que je voyais enfin qu'il l'avait enfermée dehors. Elle n'a pas pleuré, moi non plus. Les grandes douleurs ne donnent pas toujours des larmes. Parfois, elles donnent seulement une lenteur dans la voix, une manière de respirer comme si l'air coûtait plus cher. Nous sommes restés encore un peu au téléphone, sans trouver de solution, sans promesse, sans tentative de recoller ce qui s'était usé trop profondément. Mais cette fois, il y avait au moins la vérité, nue, fragile, tardive. Et quand nous avons raccroché, je suis resté assis dans le noir, avec cette révélation posée en moi comme un poids froid. Je ne l'avais pas perdu à cause d'un manque d'amour. Je l'avais perdu parce que mon silence parlait plus fort que mon cœur. Et pour la première fois, j'ai compris qu'on peut détruire une histoire non pas en faisant trop de mal, mais en laissant l'autre seul trop longtemps devant ce qu'on ne sait pas dire. Après notre appel, je n'ai pas essayé de la retenir. Pas tout de suite, pas comme avant. Je suis resté longtemps dans l'obscurité, à écouter le bruit faible de la ville derrière les vitres. Il y avait quelque chose de presque paisible dans ma douleur cette nuit-là. Pas parce qu'elle faisait moins mal, parce qu'elle avait enfin un visage. Avant, je souffrais dans le brouillard. Maintenant, je savais. Je savais ce que mon silence avait été. Pas un simple trait de caractère, pas une pudeur romantique, pas une manière noble de protéger ce que j'aimais. Non, une absence. Une distance laissée entre nous jusqu'à devenir une maison inhabitable. Je pensais que comprendre suffirait, qu'une vérité claire pouvait encore réparer ce que des mois de silence avaient usé. Mais je me trompais. Comprendre ne rend pas les choses intactes. Comprendre, parfois, sert seulement à regarder les ruines sans plus mentir. Les jours qui ont suivi ont eu une lenteur étrange. Je ne la voyais presque plus. Nous ne nous écrivions que pour l'essentiel. Un livre qu'elle n'avait pas repris. Un virement pour un week-end que nous avions réservé autrefois et qui n'aurait pas lieu. Des phrases propres, utiles, sans colère, sans chaleur non plus. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas la froideur, c'était justement l'absence de froideur. Nous étions deux êtres qui s'étaient aimés sincèrement et qui essayaient maintenant de ne pas ajouter de violence à ce qui en avait déjà assez contenu. C'est une douleur très adulte, très digne et terriblement triste. Je ne savais pas qu'on pouvait se séparer avant même d'avoir prononcé le mot séparation.
Je recommençais à sortir le soir, à marcher seul, à reprendre des rues que j'évitais depuis des semaines. Je passais parfois devant ce café où je l'avais rencontré. Je ne m'arrêtais pas. Ah, je regardais juste la vitre quelques secondes, puis je repartais, comme on passe devant une ancienne maison, sans frapper, sans entrer, avec cette sensation absurde que le passé continue à respirer là-dedans, même si personne ne vous y attend plus. Une nuit, j'ai ouvert le tiroir où j'avais rangé les pages écrites sur elle, sur moi, sur ce que je n'avais pas su être. Je les ai relues une à une. Certaines phrases étaient maladroites, d'autres presque justes, mais toutes arrivaient trop tard. Alors j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à lui écrire. Pas un message, pas quelque chose qu'on envoie vite avec les pouces tremblants en guettant les petites bulles de réponse. Une lettre, une vraie. Pour la première fois depuis longtemps, je n'écrivais pas pour obtenir, ni pour convaincre, ni pour retenir. J'écrivais pour laisser enfin une vérité entière sortir de moi. Je lui ai parlé de la maison de mon enfance, du bruit contenu, des portes fermées sans claquer, de cette habitude honteuse de me retirer dès que l'amour demandait une nudité que je ne savais pas offrir. Je lui ai dit qu'elle avait eu raison de ne pas rester devant ma porte jusqu'à s'oublier, que son départ n'effaçait pas ce qu'elle m'avait donné. Au contraire, il me l'apprenait enfin. Je lui ai dit aussi que je l'aimais encore, pas pour la faire revenir, pas comme une dernière arme, comme un fait nu, un fait qui resterait vrai même sans avenir. Je pensais qu'elle serait toujours là, et c'est peut-être pour ça que je lui ai parlé si tard, parce qu'on ne respecte jamais assez ce qu'on croit ne jamais pouvoir perdre. Quand j'ai fini la lettre, le jour commençait à blanchir un peu les vitres. Je l'ai relue une seule fois, puis je l'ai pliée. Je l'ai laissée sur la table, et toute la journée, je me suis demandé ce que j'allais en faire. L'envoyer, la garder, la brûler. La vérité, c'est que je ne savais pas si cette lettre lui appartenait vraiment, ou si elle appartenait à l'homme que j'étais en train de devenir trop tard. Le soir, elle m'a message court. Je passe demain près de chez toi. Je peux récupérer le reste? Le reste. Ce mot m'a coupé. Le reste de quoi? D'elle? De nous? Des objets? Des preuves? J'ai répondu oui, rien de plus. Et toute la nuit, la lettre est restée là sur la table comme une chose vivante. Je ne savais pas encore si je lui donnerais. Je crois que j'avais peur qu'elle la lise avec tendresse. J'avais encore plus peur qu'elle la lise sans rien sentir. Il y a des gens qui partent en emportant seulement leurs affaires. Et il y a ceux qui emportent aussi la version de vous qui existait dans leurs yeux. Le lendemain, elle est arrivée en fin d'après-midi. Toujours cette lumière grise. Toujours cette manière qu'ont certains jours de ressembler au précédent. Et comme si la peine choisissait exprès son décor. Elle portait un manteau sombre. Ses cheveux étaient attachés. Son visage avait l'air plus calme. Pas heureux. Pas soulagé tout à fait. Calme seulement. Comme quelqu'un qui a déjà traversé la plus grande partie de sa décision. Je l'ai laissé entrer. Nous avons parlé doucement, de choses simples, des affaires qu'il restait, d'un foulard, d'un chargeur, d'un livre oublié sous le lit. Chaque objet remis de sa main à la sienne ressemblait à un petit adieu matériel, quelque chose de presque ridicule. Et pourtant, j'avais l'impression qu'à chaque fois, une pièce de plus quittait l'histoire. À un moment, elle a remarqué la lettre. Elle était restée sur la table. Je crois qu'au fond, une part de moi voulait qu'elle la voie. Elle a posé les yeux dessus, puis sur moi. Elle n'a rien demandé tout de suite. Et ce silence-là, pour une fois, n'était ni fuite, ni menace. C'était un espace laissé au choix. Alors j'ai dit, c'est pour toi. Ma voix était plus basse que d'habitude, presque étrangère. Elle s'est approchée, a pris l'enveloppe entre ses doigts, l'a regardée sans l'ouvrir. Puis elle a levé les yeux vers moi. Je peux la lire plus tard? J'ai hoché la tête. Je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a fait si mal. Peut-être parce qu'elle disait tout. Même mes vérités devaient désormais attendre leur tour dans sa vie. Elle n'était plus urgente pour elle, plus centrale, plus nécessaire à son souffle. Je ne savais pas que le moment le plus douloureux n'était pas toujours le départ. Parfois, c'est quand l'autre reçoit enfin ce que vous auriez dû lui donner depuis le début et qu'il n'en a plus besoin pour rester.
Avant de partir, elle s'est arrêtée près de la porte. La même place. Toujours la même. Comme si notre histoire avait choisi ce seuil pour apprendre à mourir. Elle m'a regardé longtemps, avec une douceur immense. Et c'est cette douceur qui m'a presque détruit, parce qu'elle ne contenait plus d'attente, seulement de la mémoire. Puis elle a dit, « J'aurais aimé te rencontrer à l'époque où tu savais déjà dire tout ça. » Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas capable. Elle m'a offert un dernier sourire, très léger. Puis, elle est partie avec son sac, ses livres, sa lettre et ce calme nouveau que je n'avais pas su lui donner quand elle était encore à moi. La porte s'est refermée. Et moi, je suis resté seul au milieu de la pièce, avec cette pensée insoutenable. Parfois, on devient enfin l'homme qu'il fallait être, juste après avoir perdu la seule femme avec qui on aurait voulu l'être. Après son départ, je n'ai pas ouvert la fenêtre, je n'ai pas rangé la pièce, je n'ai pas touché à la tasse qu'elle avait utilisée la dernière fois. J'ai laissé les choses comme elles étaient, comme si l'immobilité pouvait retenir encore un peu la forme de son passage. La vérité, c'est que je ne savais plus quoi faire d'un amour qui ne servait plus à personne. L'aimer, désormais, ne la réchauffait plus, ne la protégeait plus, ne la ramenait plus. C'était un feu sans maison, une lumière perdue dans un endroit vide. Les jours ont continué, avec leur cruauté ordinaire, les messages auxquels il fallait répondre, le travail, les gens qui demandaient « ça va ?» sans attendre une vraie réponse, les nuits trop longues, le matin qui revenait quand même. Et au milieu de tout ça, son absence prenait une forme plus précise. Au début, c'était une douleur. Ensuite, c'est devenu un rythme, une manière nouvelle de traverser les heures. Je pensais encore à elle en ouvrant les rideaux, en coupant une orange, en passant devant une librairie, en voyant une femme remettre ses cheveux derrière son oreille dans la rue. L'amour parti laisse des reflets partout. Il transforme la ville en piège doux. Chaque détail ressemble à une main qui vous ramène là où vous n'habitez plus. Je ne savais pas qu'après la perte, le silence reste encore avec nous. Pas le sien, le mien, celui que je portais depuis toujours. Celui qui m'avait construit, et qui maintenant, après avoir tout détruit, restait debout au milieu des ruines, comme s'il n'était coupable de rien. J'ai compris alors que la vraie fin de notre histoire ne serait pas le jour où j'arrêterais de penser à elle. Non. La vraie fin serait le jour où j'accepterais de regarder en face ce que j'avais été. Pas pour me punir, pas pour faire de ma douleur quelque chose de noble, simplement pour ne plus recommencer. Parce qu'il y a des gens qui perdent un amour. Et puis, il y a ceux qui, s'ils n'apprennent rien, passent leur vie à perdre de la même façon sous des visages différents. Je ne voulais plus devenir cet homme-là. Alors j'ai essayé de parler davantage, pas aux mauvaises personnes, pas pour remplir le vide, mais à moi d'abord. J'ai appris à nommer ce qui me traversait quand personne ne me regardait. La peur, la honte, le manque, le besoin d'être rassuré sans jamais l'avouer. Le réflexe de disparaître dès que quelque chose devenait trop précieux. J'ai compris que mon silence n'avait jamais été une preuve de force. C'était une fuite lente. Une façon propre de laisser l'autre faire tout le chemin jusqu'à moi pendant que je prétendais l'attendre de l'autre côté. Cette prise de conscience n'avait rien de beau. Elle ne m'apaisait pas. Elle m'éclairait seulement. Et parfois, la lumière fait aussi mal que la perte. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu sa réponse. Pas un message, pas un appel, une lettre, courte, écrite à la main. J'ai reconnu son écriture tout de suite, cette façon légère et précise d'habiter le papier. Je suis resté longtemps avant de l'ouvrir. Par peur, par respect aussi. Comme si ces mots, une fois lus, allaient fixer pour toujours la place que j'occupais désormais dans sa vie. Quand je l'ai enfin dépliée, j'ai senti mon cœur ralentir. Elle me remerciait pour la lettre. Elle disait qu'elle l'avait lue 2 fois, qu'elle avait pleuré à la 2e. Pas parce qu'elle regrettait son choix, parce qu'elle y retrouvait enfin l'homme qu'elle avait longtemps attendu derrière mon silence. Cette phrase m'a brisé d'une manière calme, pas avec violence, avec cette douceur qui laisse encore moins de défense. Elle écrivait aussi qu'elle ne m'en voulait pas comme on en veut à quelqu'un qui trahit.
que ce qui nous était arrivé était plus triste que ça, plus subtil. Deux blessures qui n'avaient pas su se reconnaître à temps. Deux solitudes qui, au début, s'étaient comprises, puis qui s'étaient perdues dans la langue du silence. Et à la fin, elle ajoutait « Je crois que je t'aimerais toujours un peu à l'endroit où nous ne nous sommes pas rencontrés complètement. » Je suis resté là, la lettre entre les mains, incapable de respirer normalement, parce qu'elle disait l'exacte vérité. Nous nous étions aimés, oui, sincèrement, profondément, mais jamais tout entier au même moment. Quand elle avançait, je me refermais. Quand je comprenais enfin, elle s'était déjà protégée. Quand mes mots arrivaient, son cœur avait déjà appris à ne plus vivre dans leur attente. Je pensais qu'elle serait toujours là, et c'est cette croyance qui m'a rendu aveugle. Pas aveugle à son amour, aveugle à sa fatigue, à ses signes. À la limite invisible, au-delà de laquelle même les êtres les plus patients commencent à se perdre eux-mêmes. Je pensais qu'un homme pouvait aimer fort et apprendre plus tard à le montrer. Mais je me trompais. Parfois, plus tard est juste un autre nom pour jamais. Je n'ai pas répondu à sa lettre tout de suite. Pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que, pour une fois, je ne voulais pas transformer l'émotion en réaction immédiate. J'ai posé sa lettre dans le tiroir où je gardais déjà les pages écrites sur nous. Puis j'ai attendu la nuit. Encore elle. Toujours elle. Cette heure où les villes se taisent enfin assez pour qu'on entende ce qu'on porte vraiment. Je me suis assis près de la fenêtre ouverte. L'air était frais, la rue presque vide, et je me suis parlé à voix basse, comme un aveu, comme une prière que personne n'écoute. Je lui ai dit merci dans le noir, pas seulement pour l'amour, pour la vérité, pour la fatigue qu'elle avait osé nommer, pour la porte qu'elle avait cessé de forcer. Parce qu'en partant, elle m'avait laissé face à moi-même. Et c'était peut-être la seule façon de me sauver de cet homme silencieux que j'aurais continué à être sans elle. Il y a des gens qui restent dans nos vies, et il y a ceux qui les quittent, mais ils laissent une vérité si profonde qu'on ne redevient jamais celui qu'on était avant. Lina était de ceux-là. Je ne sais pas si elle pense encore à moi certains soirs. Je ne sais pas si mon prénom lui serre encore le cœur quand il remonte d'une vieille chanson, d'une odeur d'orange, d'une rue mouillée. Je ne sais rien de ce qu'elle est devenue dans le détail de ses jours. Mais je sais une chose. Je ne l'ai pas perdue d'un seul coup. Je l'ai perdue chaque fois que j'ai choisi le silence au lieu de la vérité. Chaque fois que j'ai cru que l'amour se devinait. Chaque fois que j'ai laissé ma peur parler à ma place. Et depuis, quand la nuit devient trop grande, je repense à nous comme on repense à une maison qu'on aurait pu sauver en allumant une seule lampe plus tôt. Elle n'a rien dit. Et moi non plus. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est pour ça que je vis encore avec cette phrase dans la poitrine, lente et froide comme une dernière pluie. On ne meurt pas toujours d'un manque d'amour. Parfois, on meurt simplement de tout ce qu'on n'a pas su dire.